Querelleurs, querelleuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Je suis TN, orphelin aujourd'hui de mon comparse Ed Wood, et je vais vous parler dans cette vidéo, à l'occasion de la sortie sur Amazon Prime du remake de Roadhouse, la version de 1981, la version qui vient de sortir, pour en parler. Alors j'en profite avant que j'oublie, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, mettez la cloche, un commentaire c'est super, un like ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de progresser lentement mais sûrement. Ceci étant dit, l'objet de cette vidéo ce n'est pas à proprement parler une critique. Il y aura un aspect critique et on va parler du film qui vient de sortir, mais l'idée c'est de comparer comment est-ce que ces films peuvent être représentatifs de leur époque. Et ce qu'on constate très rapidement quand on regarde les deux, c'est qu'ils sont à la fois très semblables et très différents. Alors Roadhouse, le premier était sorti en 1989 avec Patrick Swayze notamment, je crois qu'il y a Ben Gazzara aussi dedans et d'autres comédiens. Raconte une histoire totalement abracadabrantesque, comme dirait un ancien président. Un jeune homme qui est videur dans un grand restaurant, boîte de nuit, club, on ne sait pas, ça fait un petit peu tout. Et on vient le chercher pour l'embaucher, pour redresser un petit peu la situation dans un bar au bord de la route, dans un bled complètement paumé, où des perturbateurs viennent foutre le Bronx. Et lui, il arrive avec ses gros bras, sa philosophie de comptoir, ce qui tombe bien pour un bar. Et avec un certain talent, il évacue au fur et à mesure les différents perturbateurs pour redresser l'économie et la situation dans le bar. Évidemment, il y a un antagoniste qui va venir se manifester avec une menace un petit peu plus importante que juste le mec bourré qui veut peloter une nana dans le bar ou balancer des bouteilles de bière sur le groupe qui joue de la musique. Et puis il y a un love interest au travers l'infirmière à qui il envoie beaucoup de clients et où lui-même a besoin parfois de se faire rafistoler. Donc il y a un petit peu d'action, des péripéties, pif paf ouf, les méchants perdent, les gentils peuvent regarder l'avenir avec optimisme, même s'ils sont meurtris dans leur chair et dans leur cœur. Tout est bien qui finit bien. Je dirais que le film de 2024 reprend à peu près exactement la même structure, avec des variantes, mais l'histoire n'est pas très importante. Et pourquoi c'est intéressant, je trouve, de parler de ces deux films, c'est parce que Roadhouse, c'est du pur jus des années 80. À savoir, c'est un film dont le scénario est totalement abscon, avec des situations qui n'ont aucun sens, qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais on va retrouver des tropes d'organisation du récit, de mise en scène, qui ressemble exactement aux années 80. Et en ça, à partir du moment où on est arrivé finalement au bout des années 80, c'est la fin. C'est la fin de ce cinéma-là, en quelque sorte. Est-ce que c'est le dernier film? Je ne sais pas. Mais c'est le plus pur extrait des années 80. Si on pouvait prendre les années 80, les mettre comme ça, un petit peu dans un pamplemousse, on presse et ce qui coule, ce sont les années 80. C'est fascinant parce que c'est le pinacle. C'est-à-dire que on a la qualité de la photographie qui s'est améliorée entre guillemets dans le sens où la pellicule entre dans la phase d'apogée qu'elle va atteindre dans les années 90, parce que on a des phrases chocs, des catchphrases I know you're not a nice guy. que vont utiliser les personnages. On a des poses, on a des attitudes qui sont véritablement exagérées. Et tous ces tropes reviennent. Il y a la scène de cul avec le love interest, il y a la scène de montage où on voit
progressivement, au travers de plusieurs soirées, on comprend qu'on passe d'une soirée à l'autre par des trucs de je sors du bar, je reviens dans le bar le lendemain ou je rentre chez moi. Et à chaque fois, il y a un peu moins de perturbateurs, le bar est un petit peu plus clean, il y a plus de clients. Et puis, symbolique, on retire le grillage qui protège, comme dans les Blues Brothers, l'orchestre des gens qui balancent des canettes de bière. On va aussi retrouver des méchants très méchants et dont les motivations sont pas nécessairement hyper claires, mais ils sont méchants et ils ne reculeront devant rien. Et en même temps, comme on est dans une situation, on n'est pas dans un film de guerre, où on est finalement dans une petite bourgade perdue, alors je ne sais plus exactement où ça passe, dans ma tête je dirais Middle West. Ce sont des enjeux finalement très locaux et on sent que les gens, c'est un peu la guerre des boutons, quoi. Ils jouent à la bagarre et puis finalement ça finit par monter en tension et on comprend même pas tellement comment est-ce qu'on passe de on se tape sur le parking à on va tuer tout le monde et se débarrasser de ceux qui nous empêchent de faire ce dont on a envie. Pour l'instant, que les scénaristes, ils ont leur canevas années 80 qui est parfaitement monté, et donc à un moment il faut rajouter une difficulté, une interférence des antagonistes sur la réussite du bar. Et donc là, ils se sont cassés la tête et tout. Ah mais oui, voilà, l'antagoniste a la main sur l'approvisionnement des boissons, à savoir que le bar ne peut pas recevoir le whisky, les bières, etc., tout ce dont il a besoin, puisque localement, c'est l'antagoniste qui tire les manettes, et donc il coupe la pompe à bière, et à ce moment-là, il faut aller chercher de l'alcool ailleurs, donc dans un pays comme les États-Unis, on imagine que des grossistes, distributeurs, fournisseurs d'alcool, il y en a partout et que c'est pas compliqué, mais là vraiment c'est le truc que les scénaristes ont trouvé pour montrer que ça faisait peser une menace sur le bar. Et on passe de on se tape sur le parking, on coupe le robinet pour les boissons dans le bar, à on se balance des coups de couteau, on tue un tel, on massacre un tel, et ça bascule dans une espèce de violence comme ça assez crue finalement, même si le film n'est pas hyper stylisé. Pour une conclusion, très happy end années 80. Oui, mon ami est mort, mais j'ai récupéré la jolie pépé et le bar est sauvé, donc ma mission est accomplie, donc je peux aller me baigner dans le lac ou la rivière qui est à côté tranquillement. Ça en fait un film qui, sur le papier, si on l'analyse, est totalement con. Et je pense que ça va être la réaction de beaucoup de gens de ne pas aimer Roadhouse. Et je pense notamment, si on le regarde avec les yeux modernes, hein, c'est le genre de film que j'ai même pas osé partager avec mes filles parce que c'est effectivement ultra sexiste. C'est des mâles alpha qui bombent le torse et s'ils pouvaient nous montrer un dos poilu blanc, ils le feraient avec beaucoup de bonheur. Et en fait, sur le papier, si je dois juger le film, je veux dire, c'est complètement nul. Mais en revanche, je suis obligé d'admettre que je l'ai regardé avec un immense plaisir. Parce que on est tellement dans quelque chose d'absurde, dans un univers où les règles de la société ne s'appliquent plus, que c'est un petit peu comme la guerre des boutons, mais c'est des adultes et à la fin, il y a des vrais morts. Et c'est plutôt hyper fun. La photo est très éclairée un petit peu partout le jour et très sombre. Ça, c'est un peu ce qui était encore pas au point dans les années 90. Il faut dire que tant qu'on n'est pas arrivé aux caméras numériques qui permettent d'avoir une plage dynamique hyper grande, c'était quand même très difficile à faire avec du film. Mais globalement, c'est un immense plaisir. C'est difficile de rejeter un film pour lequel on a énormément de plaisir. On peut peut-être juste prendre le recul et se dire c'est pas extraordinaire, mais bon sang, j'ai passé un bon moment et c'est presque. Je sais pas si on est dans la catégorie du nanar, mais il y a un petit peu un feeling comme ça. C'est marrant parce que c'est très con et que les personnages sont quand même assez tangibles, même si les situations sont totalement grotesques. Alors de là, il se décide de faire un remake
Pourquoi? Pour l'argent, on imagine. Est-ce qu'on peut? Et la question que je me posais, moi, avant de voir le remake avec Jake Gyllenhaal dans le rôle de Patrick Swayze, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire du jus des années 2020, ou en tout cas du jus de l'époque dans laquelle on est, et puis on saura la catégoriser plus tard. Et franchement, je sais pas, parce que par certains aspects, sans doute, mais encore une fois, avec le manque de recul, je peux pas juger de cet aspect-là complètement. Alors qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change d'un film à l'autre? La photographie est très différente, la mise en scène. Il y a des choix qui ont été faits qui vont sûrement valoir des micros, mais des accusations de wokisme. Le patron du bar devient la patronne du bar. Là où Patrick Swayze, sans être un forceur, est quand même assez agressif dans sa technique de drague avec le docteur. Là, c'est elle qui va se jeter sur lui parce que c'est elle qui a le contrôle sur la situation. Donc ça, c'est peut-être des choses de l'époque. Et je pense qu'effectivement, le fait qu'on n'ait pas le droit à une scène de cul, ça, c'est typiquement de l'époque. On est aujourd'hui dans une époque où ce genre de scènes ont besoin de se justifier pour être faites. Puis c'est aussi ne pas demander de faire ces choses-là aux acteurs. Donc ça, qu'on le regrette ou qu'on trouve ça positif que ce soit sorti, on va pouvoir avoir une opinion sur le sujet. Moi, en revanche, il y a quelque chose qui fait que le remake est bien inférieur au premier film, dans le sens où beaucoup moins amusant, et en tout cas plus difficile à apprécier en tant que tel, c'est le point de vue. Et ça, c'est vraiment une question de mise en scène, c'est-à-dire que quand on suit Patrick Swayze, il va pas toujours dire à voix haute ce qu'il pense, mais c'est show don't tell, véritablement, on nous montre sans nous expliquer, alors que il y a littéralement des moments dans le film avec Jake Gyllenhaal où il va tout simplement dire à voix haute ce qu'il pense, ce qui est quelque chose de, à mon avis, gravissime en termes de scénario. C'est vraiment l'impuissance d'écriture d'une scène en termes de mise en scène, mais c'est surtout que dans le premier film, on suit le personnage et on découvre avec lui. Et on découvre tout pas à pas. Et le point de vue, la position de la caméra, le cadrage fait qu'on est vraiment avec lui et que les corps sont bien filmés, bien mis en avant. Là, on est dans une mise en scène où on va avoir systématiquement droit au plan d'exposition au drone au-dessus. Il y a des paysages magnifiques, hein, puisque le remake se passe en Floride. Vraiment, c'est un endroit, par ailleurs, qui pourrait donner envie pour aller en vacances. Enfin, pas tout, c'est des côtés un peu craignos, mais c'est pas filmé de manière à ce qu'on puisse se raccrocher au personnage, qui est un défaut majeur en ce qui me concerne d'un film, puisque si on n'est pas attaché au personnage, si on ne peut pas ou soit s'identifier, soit se raccrocher, soit compatir avec les sentiments et les réactions des personnages, les enjeux du film, qui sont de toute façon totalement abscons dans les deux films, mais finalement ces enjeux, s'il n'y a pas les personnages derrière, c'est très compliqué de se rattacher au personnage et donc d'être pris dans le film parce qu'il a à nous raconter, d'autant plus quand le scénario en soi lui-même n'est pas extrêmement attachant. Et ça, c'est un défaut majeur, et c'est un petit peu un défaut de finalement ce cinéma actuel, je pense. Peut-être, encore une fois, le recul nécessaire, je ne l'ai pas sur l'époque. Mais globalement, on voit beaucoup de ces films où maintenant je peux faire des plans en drone, donc je vais faire des plans d'exposition et je vais essayer de faire ça plus ou moins beau, mais en règle générale d'ailleurs le film est plutôt pas très bien cadré, pas très bien structuré, pas très bien filmé. Il y a un autre aspect sur lequel tout le monde ne sera pas d'accord, ça c'est certain, l'action dans les films, puisqu'il y a beaucoup de combats, donc c'est des combats en général main nue, arme blanche, il y a quelques apparitions d'armes à feu dans le film des années 80, là c'est plus important dans le film. Voilà, l'action, et c'est pour revenir à ce défaut de l'époque, je trouve, c'est que
On a des possibilités techniques aujourd'hui où on ne doit pas se déplacer avec une Arriflex et des rouleaux de pellicule gigantesques, des flaps, des machins, des trucs, puisque la caméra permet d'avoir le ciel clair, assombri un petit peu, les zones sombres éclaircies. À partir du moment où on a beaucoup plus de facilité à filmer, eh ben, on prend moins de soin et de temps à faire son cadre, et globalement, sans avoir un rendu télévisuel, la photo est pas bonne et ça se ressent dans l'action où, bah voilà, comme je peux faire ce que je veux avec ma petite caméra, je vais me mettre sur un ultra grand angle et je vais bouger ma caméra pour suivre un acteur surentraîné et un véritable athlète, puisqu'il y a, j'allais dire Connor McLeod, mais c'est pas son nom. Comment il s'appelle ce con-là? Conor McGregor, je l'ai retrouvé immédiatement sans chercher. Conor McGregor, qui est méga balèze, qui n'est pas acteur du tout, mais voilà, Jake Gyllenhaal surentraîné, Conor McGregor qui au naturel est super baraqué, donc on fait des bastons, etc. Les bastons sont vraiment sans intérêt, il n'y a pas une idée de mise en scène, donc c'est des mecs bien entraînés qui font une chorégraphie, d'ailleurs on les entend limite en regardant faire 1 et 2 et 3 et 4. Enfin, c'est. Voilà, c'est. On sait que. Ah ben là, donc il y a une table, donc il va se passer ça. Tout est téléphoné. Il y a vraiment. Ces scènes d'action, elles sont pas intéressantes à regarder. C'est d'un ennui profond. Et pour revenir sur Conor McGregor, je pense que s'il a un avenir dans le cinéma, et là je suis très sérieux, c'est qu'il va pouvoir remplacer le regretté Bud Spencer, puisqu'il a un jeu qui est moins profond, mais il a une gestuelle, des rictus et une proportion à la bagarre qui, à mon avis, fait qu'il faudrait lui trouver un partenaire, un nouveau Terence Hill pour aller avec, et on pourrait repartir sur des films de baston, de cow-boy, et ce serait très drôle, encore que son accent au Far West passerait pas forcément. Je suis très méchant avec Conor McGregor, j'espère que je le rencontrerai jamais, et je suis à peu près safe sur le fait qu'il voit cette vidéo ou pas, mais il est très mauvais comédien, il en fait des caisses à tel point que il essaye je pense qu'il a voulu être cool dans sa façon de marcher, mais il marche de façon parfaitement ridicule. Je pense qu'il y a un moment dans le film où il se fout à poil et où il est très fier d'avoir eu le courage de se balader à poil devant tous les figurants qui étaient là et les comédiens. Bon, peut-être dans le cinéma d'action, s'il n'a pas de ligne de dialogue et s'il apprend un peu à faire de la gestuelle en dehors des combats. Mais globalement, pour l'instant, je ne lui vois pas un avenir beaucoup plus brillant que ça. Après, il y a des gens qui évoluent, qui apprennent. Mais on n'est pas du tout sur la même échelle que Dave Bautista, qui, lui, s'est reconverti du catch vers la comédie, avec, enfin la comédie, le cinéma, plutôt avec talent et avec beaucoup de réussite et des bons choix de films aussi. Sur les deux univers, les années 80, encore une fois, on a le recul, on a un film qui est totalement idiot, mais qui est plaisant à regarder et divertissant, et encore pas forcément pour tout le monde, mais qui a cette qualité, qui a ce statut un petit peu de film culte, et on a plaisir à retrouver Patrick Swayze, et le remake, le film de 2024, qui est véritablement un film de télévision ou de plateforme avec du budget, un petit peu de mouvement, mais on est vraiment sur de l'eau tiède. Et malheureusement, qui en révèle un petit peu sur notre époque, mais pas forcément dans les bons côtés du film. Alors peut-être que dans quelques années, on le regardera avec nostalgie. Mais en ce qui me concerne, sur la fin, c'était un peu une corvée de le regarder. Et personnellement, les scènes d'action, si elles sont pas bien mises en scène et bien filmées, m'ennuient profondément. Et c'est le cas dans ce film-là, avec un côté même comique de certaines situations avec certains personnages. Moi, je pense que si on peut discuter, oui ou non, du statut de nanar du film de 1989, le film de 2024, je suis à peu près sûr qu'une fois passé la période de la promo et l'oubli dans lequel il va forcément retomber,
bah, il ressortira peut-être dans quelques temps dans les esprits et vraiment ce sera, la séance nanar et voilà, il y aura peut-être une nostalgie de ces années 2020, 2024. Est-ce que ce sera le film emblématique? En tout cas, à mon avis, pas le film qui va terminer une époque comme a pu le faire Roadhouse à l'époque. Voilà, c'était un petit peu mon point de vue sur ce côté-là. Une discussion que j'espère engager avec d'autres personnes sur années 80, années 2020, ouais, 40 ans que je porte sur mon visage entre ces deux époques. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Partagez-moi dans les commentaires votre point de vue sur l'ancien film, sur le nouveau film. Attention, ça n'est que mon avis, je ne dis pas Roadhouse 89 est une merde, je dis juste c'est un mauvais film que j'aime regarder. Et le nouveau, vous pouvez me chier dessus comme vous voulez si vous avez trouvé ça super. Moi j'ai trouvé ça nul, et encore une fois, ça n'est que mon avis, ça n'est même pas l'avis d'Ed que je n'ai pas pour l'instant, si jamais il le regarde. Donc laissez vos commentaires pour en discuter calmement, poliment et avec plaisir. Laissez un like, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne seul ou avec Ed Wood. Ciao!